Madame, Monsieur, nous sommes de retour à Yaoundé pour la deuxième partie de cette émission et qui donc ce soir qui porte sur la baisse des accidents sur nos routes et du nombre de morts. Alors, nos invités, nous parlions avant l'interruption des difficultés d'un certain nombre de problèmes, notamment sur la prévention routière qui est problématique selon vous, Colin Defo-Soquin. Et également, vous évoquiez tantôt la question du permis de conduire et des auto-écoles en partant. Tout à fait. Pour dire que, à la vérité, l'auto-école est pratiquement le point de départ de la conduite automobile. Et ça fait ressortir la question de la formation. Je vous ai dit tout à l'heure que nombreux conduisaient, n'est-ce pas, des véhicules sans permis correspondant. Ou bien ils ont peut-être obtenu, n'est-ce pas, des permis sans être passés par le lieu indiqué. Comprenez? Mais bien qu'on ne soit pas passé par le lieu indiqué, ça n'exclut pas le fait qu'on puisse prendre, n'est-ce pas, fait et cause et les réunir et les former. On va peut-être encore dire que je parle mal du secteur des camionneurs, mais la vérité est qu'au jour d'aujourd'hui, nombreux d'entre eux ont une formation sur le tas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons conducteurs, ou bien ils ne peuvent pas prétendre à la bonne conduite. C'est simplement qu'il faut prendre des dispositions, n'est-ce pas, du point de vue, n'est-ce pas, étatique, pour voir comment, n'est-ce pas, les encadrer et mieux les amener à conduire. Parce que vous ne conduirez jamais bien si vous n'avez vraiment pas fait une véritable formation. Parce que dans la formation que vous voyez là, il y a pratiquement des notés bien qui font la conduite. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous conduisez, par exemple, vous avez même un problème, brusquement un problème de phare. OK? Mais il y a un noté bien qui vous dit, dans de telles conditions, vous devez regarder, par exemple, l'extrémité du chemin pour être guidé par les lignes continues qui délimitent la circulation. Maintenant, si vous n'avez pas été à l'auto-école, c'est des notés bien que vous ne saurez pas. Donc, on ne peut jamais bien conduire si on n'est pas passé par une auto-école, ou bien si à défaut d'auto-école, il n'y a pas eu après, n'est-ce pas, une conscience du ministère et des acteurs que nous sommes. D'ailleurs, nous les syndicats, nous prenons parfois soin de recycler nos camarades, d'appeler les moniteurs d'auto-école pour venir, n'est-ce pas, former nos membres à la conduite automobile. Vous comprenez? Donc, donner de nouvelles notions, n'est-ce pas, d'aptitude à la conduite automobile. Maintenant, c'est simplement ce que nous demandons au ministère des Transports, que peut-être, par exemple, tous les 1 an, tous les 2 ans, qu'on essaie de voir si ce recyclage-là a eu lieu. Parce que la conduite est dynamique, hein? Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, vous avez pratiquement des routes à 1 voie. Demain, c'est des routes pratiquement à 3 voies. Demain, c'est les autoroutes. Or, si vous n'avez pas... On ne conduit pas sur une route à 1 voie comme on conduit sur une autoroute. Vous comprenez? Or, ça veut dire quoi? Une fois qu'on a l'autoroute de l'Olabé-Kribi, il faut revoir dans la formation des camionneurs. Mais est-ce que ça a été fait? Voilà autant, n'est-ce pas, de préoccupations qui sont les nôtres. Parce que quand ce n'est pas fait, vous avez pratiquement des personnes qui y entrent et puis commettent, n'est-ce pas, des bévues, des choses irréparables. Parce que le danger de la conduite, c'est quoi? C'est que ça commet toujours, parfois, l'irréparable. Vous comprenez? Donc, c'est ce que nous demandons parfois parce que le permis de conduire le permis de conduire a un nom. Et son nom n'est pas gratuit. Le permis B, c'est pour le tourisme. Le permis C, c'est pour ceux qui conduisent pratiquement les camions, le sable. Ils transportent le macabo. Vous comprenez? Quand ils transportent le macabo, ça veut dire quoi? Même si on peut par exemple poser la question à un conducteur de véhicule qui transporte le macabo en lui disant, si d'aventure vous avez quelqu'un qui traverse brusquement la route, un être humain qui traverse brusquement la route, avez-vous le choix? Et vous avez le choix entre le percuter et protéger le macabo. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, s'il n'a pas été, si une telle question ne lui a pas été posée, pour qu'il prenne conscience de ce qu'on est en train de lui dire, que si d'aventure tu percutes l'être humain, tu as commis l'irréparable. Or, ton macabo peut être remplaçable. Il faut le savoir, il faut passer par avoir une telle question à l'auto-école. Donc, c'est très important. Alors, ces dysfonctionnements-là, vous le situez où? On vous a entendu vous plaindre aussi du fait que les auto-écoles, ce ne sont pas les moniteurs qui viennent lors des examens du permis, et plutôt, on voit d'autres personnes. Mais justement, parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que les auto-écoles sont pratiquement envahies, caporalisées par des personnes qui sont à la fois propriétaires d'auto-écoles et propriétaire de CAPEC. Comprenez? Il est à la fois doté d'un diplôme de formation et il est propriétaire de son auto-école. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'au-delà de tout,
un propriétaire d'auto-école est d'abord un opérateur économique. Vous comprenez? Et c'est là où le dilemme commence à se poser. C'est-à-dire que dans la formation, il y a un volet financier qui le préoccupe et il y a un volet, n'est-ce pas, formation qui le préoccupe. Maintenant, quand on a une auto-école, il faut bien qu'on fasse la distinction entre le moniteur, qui est l'enseignant payé pour former, et le patron, qui est d'abord l'opérateur économique. Mais ce qui est dramatique, c'est que lors des examens, par exemple, de permis de conduire, vous vous rendez compte qu'au jury, c'est les patrons d'auto-école, opérateurs économiques, qui sont au jury. Et leurs moniteurs, qui sont en réalité ceux qui forment au quotidien, sont très souvent absents. Et ça pose un problème. Vous comprenez? Parce que, vous savez, quand vous êtes... Vous savez, je vais me faire des personnes qui vont... des ennemis, mais nous ne sommes pas ici pour faire plaisir. On est là pour ensemble construire le Cameroun. Nous plaidons pour que les moniteurs d'auto-école soient davantage ceux que nous trouvons dans le jury. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt économique. Et même, on nous parle par exemple de faux permis et autres. Mais pourquoi ne ferait-on pas comme par exemple dans nos examens officiels où le jury de Yaoundé va à Douala et le jury de Douala vient à Yaoundé? Pourquoi pas? Et ainsi, vous aurez moins, n'est-ce pas, d'amitié qui ferait qu'il y ait par exemple des permis de conduire par favoritisme. Donc voilà un peu des pistes qu'on peut explorer. Alors, Jean-Louis Mavungo, sur cette question des auto-écoles et du permis de manière générale, qui cause aussi des accidents. Vous savez, si on reste dans la logique de la pérennisation des choses, on ne va pas beaucoup évoluer parce que il faut tenir compte du caractère dynamique de la vie. Je suis formateur dans un autre domaine, du transport de marchandises dangereuses. Et là-bas, vous avez une réglementation, la réglementation des références, qui évolue chaque 2 ans. Ça veut dire que le formateur qui a le diplôme, mais qui n'a pas suivi les évolutions réglementaires, est dépassé. Alors, qu'est-ce qui se passe? La réalité chez nous, c'est quoi? C'est que le camarade de Vossoken a dit que nous sommes là pour faire un peu de pédagogie, mais on doit pouvoir se dire les vérités. Il ne faut pas non plus donner l'impression ou alors plaider une cause qui va faire en sorte que les gens aient l'impression qu'ils auront plus de facilité à gagner de l'argent. Il ne s'agit pas de ça. On n'est pas venu dire ici que tout ce qui est fait par les auto-écoles est bien. Mais il faudrait déjà qu'on sache, dans ces auto-écoles-là, qui fait quoi, qui a la capacité pour faire quoi. Parce que généralement, la difficulté, c'est que c'est tout le monde qui fait tout. Alors qu'au fond, on n'a pas la maîtrise de tout. S'agissant des conducteurs routiers par camion, il faut savoir que dans la plupart des cas, nous sommes victimes également de l'état de nos routes. Parce que le fait que ces routes soient pour la plupart étroites ne facilite pas la mobilité de ces gros porteurs-là. C'est pour ça que lorsqu'il y a déjà un véhicule mal garé, un autre obstacle qui se retrouve sur la voie, c'est potentiellement source d'accident. Et vous allez accuser, vous aurez l'impression que... Comme sur la nationale numéro 3. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que, regardez bien, dès lors que nous avons un objet encombrant, dès lors que nous avons quelque chose qui obstrue provisoirement la circulation, fatalement on va se retrouver face à un accident. Donc, il ne faut pas simplement se dire que ce n'est que se cantonner à la formation. La formation est importante, personne n'en disconvient, mais il y a un ensemble d'éléments également qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que le ministère des Travaux publics fait déjà beaucoup, mais nous devons l'encourager à faire davantage. Parce que même au niveau de nos routes là, quand on va à Douala et à Yaoundé, vous voyez, la plupart des usagers se font flasher, comme on dit. Par le radar. Par le radar. Mais vous allez voir que beaucoup doutent. Parce que parfois les plaques d'interdiction ne sont pas visibles, ne sont pas apparentes. Or, c'est des choses qui on devrait veiller à ce que cette signalisation soit toujours à niveau. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Il y a l'entretien de la route qui ne suit pas. C'est-à-dire que l'entretien de la route n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'on peut avoir un trou ici, on va attendre qu'il ait une certaine profondeur avant de venir intervenir. On peut anticiper sur un ensemble de choses comme ça. Donc, moi je dis globalement, les syndicats que nous sommes, nous avons un rôle.
un rôle essentiel à jouer. Nous devons continuer d'interpeller. Peut-être que nous avons un problème de tonalité, mon camarade et moi. Nous devons toujours continuer d'interpeller les dirigeants, mais il faut savoir qu'à la base, une société n'est le reflet de son éducation. Nous ne développons pas les bons réflexes lorsque nous prenons la route. Il faudrait que chacun se sente concerné. Et il faut éviter de penser que seuls les professionnels, parce que moi je prends la route tout le temps, je peux vous assurer que même les véhicules des particuliers ne sont pas un exemple. Oui. Dans la plupart des cas, vous allez voir, les dépassements sont hasardeux. Ils prennent beaucoup de risques, ils utilisent le téléphone au volant. Tout ça sont des facteurs d'accident. Mais vous allez voir que la responsabilité va toujours incomber aux seuls professionnels, comme si c'était eux seuls qui circulaient dans nos axes routiers. Donc, c'est une responsabilité collective. Oui. Et chacun doit travailler à apporter sa contribution. Les syndicats sont limités. Les syndicats sont limités par les moyens. Parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Vous nous dites que l'État devrait faire plus que vous. Les syndicats sont limités, quel que soit notre volonté. Mais il y en a un peu trop là aussi, non, les syndicats? Ce n'est pas de notre fait. Oui, vous trouvez que vous n'avez aucune responsabilité dans cela? Aucune. Donc il y a au moins une dizaine ou une centaine de syndicats maintenant. Ce n'est pas nous qui légalisons les syndicats, ce n'est pas nous qui... Donc, mais c'est savoir, vous aurez 100 syndicats que vous n'aurez pas 10 qui ont pignon sur rue. Voilà. De la même manière qu'en politique, vous avez 300 partis politiques, mais vous n'avez pas 10 qui ont pignon sur rue. Donc, ce qu'on est en train de... Les syndicats ne peuvent... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un syndicat peut faire? C'est simplement la sensibilisation. Oui. Parce que assurer l'information proprement dite, les syndicats n'ont pas les moyens de le faire. Donc, nous sensibilisons, nous faisons ce que nous pouvons, mais il faut avouer que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui, effectivement, de jouer le rôle d'encadrement qui est le nôtre. Bon, alors, peut-être que vous-même aussi, est-ce que vous estimez que vous vous organisez mieux pour arriver à faire ce travail? C'est aussi un reproche qu'on vous a souvent fait. Vous avez déploré tout à l'heure la pléthore des syndicats. Peut-être que c'est un facteur gênant. Parce qu'effectivement, lorsque nous sommes dans une dynamique de revendication collective, vous allez voir que certains vont essayer de tenir un peu le pied pour satisfaire d'autres intérêts. Cela ne nous facilite pas la tâche. Mais je dis, comme le président de Fonsoken l'a si bien dit, peu importe le nombre, mais tant qu'il y a de la matière, tant qu'on va trouver quelques-uns qui peuvent se distinguer, nous allons avancer. Alors Richard Bondol, beaucoup de critiques, notamment sur la question du permis de conduire et des auto-écoles, parce que c'est quand même un problème qui se pose encore sur les routes. Et on entend souvent lorsqu'il y a des accidents, il y a telle chose, il y a le chauffeur, parfois on a entendu le chauffeur n'avait pas de permis, ou alors on ne sait pas par quelle auto-école il est passé. Mais justement, je l'ai mentionné tantôt en disant que tous les chauffeurs qui prennent les voitures n'ont pas automatiquement le permis qui est indiqué. Il suffit qu'on se retrouve face à un accident comme celui qu'on a déploré il y a 1 ou 2 ans, où le chauffeur n'avait qu'un permis B. Oui. Vous avez un permis B, vous vous permettez de prendre une coaster, et avec la bénédiction du chef d'agence, je dis, on ne risque pas de vie à ce niveau-là. Aujourd'hui, les auto-écoles ont un rôle essentiel, c'est de former, c'est de recycler. Et à tout moment. Et moi, je me dis aussi, les acteurs du secteur des transports qui ont une assiette un peu large en termes de matériel devraient progressivement ou régulièrement remettre leurs chauffeurs ou alors leurs employés qui tiennent le volant en recyclage. Parce que, comme le mentionnait dernièrement le ministre quand il a organisé une séance pour revoir les chauffeurs qui ont les problèmes des yeux. Je crois qu'il a organisé une séance au ministère comme ça où il y a un cabinet d'ophtalmologie qui est venu pour cette campagne-là. Parce qu'on a lancé une campagne en se disant simplement que si les agences, les responsables des agences ne prennent pas soin de leurs chauffeurs, on va se retrouver avec des problèmes sur le terrain. Conséquence, après 3, 4, 5, 6 mois ou 1 an, ou alors tous les 6 mois, on peut ramener les chauffeurs à... Est-ce que ça, c'est le rôle du ministère? Parce Bien que, sûr. Est-ce que les agences vous ont certifié qu'elles ne pourraient pas faire ce travail? Ça rentre dans le 5e pilier de la décennie d'action sur la sécurité sociale, sur la sécurité routière. Le 5e pilier, c'est ça.
la prise en charge. Je voudrais parler d'un cas que je maîtrise pas. Oui, monsieur Mavungo. Vous allez remarquer que les gros porteurs sont impliqués dans beaucoup d'accidents. Oui. Vous allez très rarement, pour ne pas dire quasiment pas, retrouver les transporteurs des carburants, des hydrocarbures dans cette... Simplement parce que, justement, ces sociétés sont contraintes, c'est-à-dire que les promoteurs sont contraints par leurs partenaires, qui sont notamment les marketeurs, oui. hein, à un suivi plus rigoureux de leurs chauffeurs. Je peux vous assurer que c'est des formations qui se font de façon permanente. Très rarement, alors vous allez trouver un véhicule qui transporte de carburant impliqué dans un accident. Parce que là-bas, effectivement, il y a un peu plus de sérieux dans ce qui est fait. Les données sont rigoureuses là-bas. Voilà. Écoutez, mon cher Mizo, Oui. il aborde exactement la problématique que je pose depuis le début de notre rencontre. Pour vous dire que l'accident de la route n'est pas une fatalité. On peut y apporter une solution. Quand je vous ai dit qu'en France, on légifère sur la vitesse requise, ça rejoint carrément ce qui... Parce que dans les hydrocarbures, il y a une vitesse qui vous est exigée. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas l'excéder parce que vous êtes contrôlé. Vous comprenez? Et il y a une discipline collective. Mais lorsqu'on parle d'agence, chacun a son agence. Ok? Et à défaut d'agence, vous avez ce qu'on appelle les gares routières. Parce que le ministère des Transports a pour moi ce défaut qui consiste à vouloir toujours attaquer les agents de voyage. C'est-à-dire que voir des gens qui se battent quand même pour permettre qu'on puisse se déplacer. Et mais est-ce que cela voudrait dire que je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. C'est-à-dire que, à défaut de les accompagner, vous ne les accompagnez pas, mais vous trouvez toujours des moyens pour qu'ils puissent avoir des coûts supplémentaires, alors qu'en fait, on peut trouver des solutions ailleurs. Pas en termes de coûts supplémentaires. Par exemple, aujourd'hui, les agents de voyage se plaignent de ce qu'on leur oblige, par bus, de faire un investissement de 40 000 carrément chaque mois en termes de GPS. Vous comprenez? Ce qui fait pratiquement des investissements de près de 25 millions l'an pour une entreprise de transport. Vous pensez que c'est ça la solution pour que les accidents dans la circulation? Vous leur apportez plus de dépenses alors que vous-même, vous ne les accompagnez en rien. Vous comprenez? Donc il ne faut pas toujours dire que l'agence de voyage, alors, je vous en prie, vous trouvez que... l'agence de voyage n'est pas toujours... C'est pour ça que je dis que la prévention routière holistique. Il ne faut pas avoir un secteur qui va avoir un privilège ou bien sur lequel on va taper. Je vous ai dit qu'il y a pratiquement les gares routières où on a ce qu'on appelle les makomazou. Oui. Et on trouve les gens là-bas qui conduisent, la plupart des makomazou conduisent sans permis correspondant. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que le ministère fait dans les gares routières? Et quand je dis gares routières, Guy Zogotu à Yaoundé. Tu connais les différentes gares routières que nous avons environnant. Hein? C'est comment là-bas? Est-ce qu'ils ont le permis correspondant? Est-ce qu'ils sont éduqués? Est-ce qu'ils sont formés? Que fait le ministère à ce niveau-là? Pourquoi toujours touristique voyage? Pourquoi toujours les agents de voyage? C'est ça, c'est de ça que je parle. Donc, il faut que nous ayons une politique qui n'est pas sectaire, mais qui soit globalisante. Voilà ma posture. Parce que je peux être bien, je me bats à bien conduire, mais celui qui n'est pas éduqué vient me pousser à l'erreur. Il faut donc qu'on se batte pour que tous les secteurs puissent avoir la même éducation et avoir la même attention. Oui, M. Mavungo. Oui, M. Zogo, il est important qu'on s'apprécie quand même sur ce qui me paraît nécessaire. Oui. Parce que l'idée ou le projet qui est implémenté par le ministère des Transports n'est pas à rejeter. Oui. Sur la question du suivi des conducteurs, des chauffeurs des agences de voyage. Oui. C'est la solution. Il n'y en a pas de meilleure. C'est-à-dire qu'en temps réel, on suit le chauffeur. C'est-à-dire que moi j'ai eu assisté à une démo, effectivement, qui permet, lorsqu'on sent qu'il y a un relâchement, parfois un peu de somnolence, là, à l'instant, le chauffeur interpelle. Mais sauf que cette mesure a un coût. Peut-être que... C'est de ça qu'il parle. Mais je voudrais lui dire, pour parler de ce que je maîtrise le mieux, pour les camions, c'est le propriétaire, c'est-à-dire que c'est une facture qui est supportée par le transporteur. Le transporteur, oui. Mais est-ce que les agences de voyage, dans le cas là, ne peuvent pas supporter cette facture? Elle est salée là. Non, le débat, non. Est-ce que le débat ne vaut pas une vie? Non, voilà. C'est pas parce que elle ne vaut pas une vie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez, quand il s'agit de marché, d'exclusivité, de monopole, camarade, je m'y oppose. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la vie
Oui. Rien ne vaut la vie. La vie n'a pas de prix. C'est clair. Nous sommes d'accord également pour reconnaître que le projet en lui-même est porteur. Il est à saluer. Vous voyez un peu le suivi, parce que c'est un suivi permanent du chauffeur. Mais maintenant, il y a un coût qui va avec. Le coût, on peut discuter. Qui va payer, on peut trouver la formule. Mais je dis, c'est vers là que nous devons tendre. Parce que c'est la preuve à l'appui, c'est ce qui a permis que dans le secteur des hydrocarbures, qu'il n'y a pas d'accident. Il y ait moins d'accidents. Et je peux m'aller plus loin, sans publicité. Je peux vous dire que les chauffeurs Total ne sont jamais impliqués dans un accident. Vous avez les statistiques depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Parce que tout est mis en œuvre pour que cela ne se produise pas. Pour relativiser le risque. Vraiment, c'est vers là que nous devons tendre. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que entre les agences de voyage et le ministère des Transports, il y a de l'eau dans les gaz? Pourquoi? Sur le suivi. Parce que c'est des activités privées. Si on suit bien Jean Collins de Fosso-Ken, c'est une activité privée. Quelqu'un a ouvert son agence. Il est censé payer les employés, faire leur suivi médical, y compris ophtalmologique dont vous parlez. Et pourquoi est-ce que le ministère voudrait s'accaparer? Est-ce que le ministère ne s'accapare pas? Moi, je me dis, la vie n'a pas de prix. Si je peux dépenser 10 000 francs ou 20 000 francs pour sauver une vie, je n'aurai rien dépassé à la longue. Parce qu'au fait, nous rentrons, comme je l'ai dit tantôt, dans un programme. Le programme en soi s'appelle, c'est-à-dire que c'est la Road Safety, la Road Safety Programme. Ça rentre dans les objectifs donc de la décennie. Il faut amener les gens à comprendre que chaque mort sur la route est un mort de trop et il ne le faut pas. Même s'il faut... Et De Fosso-Ken qui est là, il parlait tout à l'heure des assurances qui devraient avoir, qui ont intérêt à ne pas voir leurs clients dans des difficultés. Très bien. Bon, mais si on se retrouve dans ce chemin-là, sincèrement, ça coûte quoi à un opérateur de transport d'équiper son instrument de travail du matériel qui peut lui éviter les accidents et sauver des vies, d'investir là-dessus? Je crois même que c'est une mesure qu'on doit quand même imposer à tous ceux qui font le transport. Vous savez, une réaction? Nous souffrons dans ce pays parce que il y a des expressions qu'on utilise pour nous embrouiller. Oui, la vie n'a pas de prix. Quand on l'a dit, ça convainc sur certains abus. Mais maintenant, le patron d'entreprise de transport, tu as déjà des charges. Vous lui imposez des charges supplémentaires pour protéger son produit, d'accord. Mais il paye une assurance. Est-ce que ces assureurs-là aussi payent le prix? Bon, voilà, parlons. Est-ce qu'ils payent le prix? Parce que là, alors maintenant, on aurait pu avoir les assureurs ici et tout un tas de personnes qui ne sont pas venues. Pourquoi seulement nos patrons? Parce que d'ailleurs, des patrons pourront ne plus payer nos salaires parce qu'ils nous disent, mais j'ai 24 millions de francs en plus à la fin d'année parce qu'il faut que je paye telle entreprise pour le GPS. Donc il ne faut pas agresser les patrons d'entreprise sans qu'on ne s'assoie pour dire, ok, cette formule est bonne, mais comment faire pour que tout le monde supporte? Est-ce que c'est tout le monde qui supporte, mon cher Bondol? C'est pas tout le monde. Parce que les informations qui me reviennent, c'est que les patrons d'entreprise, qui n'accepteront jamais venir sur ce plateau, ça je vous le dis, mais ils ont, n'est-ce pas, ils le disent sous cap. Vous comprenez? Et on a ces informations-là. Donc moi je dis, le ministère du Transport, c'est pas une mauvaise formule, mais n'agressons pas. Et puis, ok, les agents seront, n'est-ce pas, sous GPS. Et les gens de gare routière, ils sont sur GPS. Les taximens sont sur GPS, les motos-taximens sont sur GPS. Vous savez, c'est pour ça que j'en reviens aux formules globales. Aux formules globales. Parce que prenons des formules telles que ce ne sera pas seulement tel secteur qui aura l'avantage, mais que ce soit une formule qui touche tout le monde. Et que tout le monde soit impliqué pour qu'on lutte ensemble. C'est-à-dire nous allons vers les dernières suggestions que vous faites pour qu'au-delà de ces chiffres qu'on a là, qu'on soit encore... En termes de priorisation, je pense que si nous sommes objectifs, on doit reconnaître que le secteur interurbain dans la lutte contre les accidents de la circulation est prioritaire.
C'est-à-dire que Interurbain. le secteur interurbain, parce que c'est lui Des qui personnes, concentre des personnes. Des Le transport interurbain des Oui, personnes. des personnes. Parce qu'effectivement, c'est là où vous retrouvez sensiblement 70-80 personnes dans un véhicule. Oui. Donc, on n'a pas intérêt à ce que les accidents surviennent de ce côté-là. Et moi, je dis, le projet qui est implémenté par le ministère des Transports, c'est la solution. Maintenant, pour le C'est-à-dire coup, faire un suivi des chauffeurs. c'est de ça qu'il s'agit. Pour les camions, c'est avéré. C'est-à-dire que Pour les camions du secteur pétrolier. Et on est toujours dans le secteur. Voilà. Alors que ça devait être quelque chose Ben, de global. Non, mais je pense. On va le faire progressivement. Et ce serait quand même aussi prétentieux de penser qu'on peut tout faire au même Il faut encore moment. combien d'années? Mais là, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Donc, Mais c'est le je suivi dis, des chauffeurs. encourageons ceux qui méritent de l'aide. Dénonçons ce qui nous paraît superflu. Oui. Mais je dis que sur ce projet en particulier, nous avons intérêt à accompagner le ministère des Transports, qui n'est que facilitateur. Oui. Parce qu'il ne me semble pas que c'est le ministère. Mais les assureurs aussi doivent faire des choses. Naturellement. Nous sommes tous à fait Bien d'accord. sûr. Oui. Nous avons même un problème particulier avec les assureurs. C'est lequel? Parce que une bonne partie de nos camarades estiment que lorsqu'ils ont des sinistres, accidents, oui. ils ne sont pas payés. Donc, Ou bien payer 20 ans après. voilà. Donc, c'est vrai que dans certains cas, ce n'est pas vrai, Oui. parce que c'est facile de venir dénoncer quand on n'a pas reçu son argent. Mais très peu de Quand on personnes reçoit- qui ont reçu. Non, J'en Jean-Louis, J'en viens, camarade. si tu marques un bémol là-dessus, tu sais qu'on ne sera pas je ne d'accord. marque pas Tu sais de qu'avec les assureurs sont pour nous un problème. Oui, c'est ce que On a j'ai mis dit. sur pied une commission tripartite. Hein. C'est ce que C'est-à-dire j'ai que dit. de haute lutte pour qu'il y ait pratiquement l'apaisement entre les transporteurs et Tout les à fait. assureurs. Mais cette commission est aujourd'hui pratiquement morte. Morte carrément. C'est-à-dire que les assureurs, chaque fois qu'ils sont avec nous en dialogue, ils nous prennent tout Mais là, dit, le pour- ministère des Finances, par exemple, intervient sur Écoutez, c'est même avec la complicité du ministère des Finances que cette commission est morte. Et je me demande bien comment Motazé, qui est un ministre quand même pour lequel on a le respect, est venu pratiquement être celui qui a tué la commission tripartite des assurances TPV. Je me pose sur cette question. Et voilà, arrêtez notre problème, c'est que toutes les instances de dialogue, on prend toujours la peine pour les faire mourir. D'accord. Alors, Richard Bondol, le dialogue, c'est un problème. Est-ce que c'est un peu la grosse difficulté qui reste pour tendre à ce que vous espérez, zéro mort sur les routes? Non, mais moi, je crois que le ministre a ouvert. Parce qu'à son arrivée, je crois qu'il avait convoqué presque tous les syndicalistes pour qu'il y ait une plateforme d'échange qui était étalée sur une certaine période. Donc, ma foi, aujourd'hui, les syndicats, bref, tous les acteurs du secteur des transports devraient, comme je disais tout à l'heure, ressusciter cette plateforme et échanger constamment parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans le secteur. D'accord. Alors, vous n'étiez pas très convaincu, un dernier mot Non, je pense que il faut faire les choses de façon progressive. Il faut qu'on y aille progressivement. La sécurité routière, c'est une affaire de tous. Elle nous concerne tous. Nous avons intérêt, effectivement, à travailler pour qu'il n'y ait plus d'accidents de circulation. Ce n'est pas facile. Qu'il y ait moins de morts sur nos routes. Mais permettez-moi de dire un dernier mot par rapport à la commission tripartite à laquelle faisait mon camarade tout à l'heure. C'est valable pour le comité national de lutte Contre le transport routier clandestin. contre le transport routier Qui a aussi clandestin, disparu qui est en pratiquement. libération Oui, pour on des en- raisons. on en C'est-à-dire que parle plus. il y La a- CSPH même. il y a un ensemble de choses comme ça. On ne comprend pas. C'est-à-dire que nous nous sommes battus pendant des décennies. Parce que nous nous sommes rendus, on nous étions rendus compte qu'on posait des préoccupations. L'État semblait nous écouter. Le gouvernement semblait nous écouter. Mais par la suite, c'est les mêmes choses qui revenaient. On s'est dit, bah, il faut donc créer des cadres de concertation qui permettent que de façon régulière, toutes ces problématiques soient posées. Mais on a déjà ces décrets-là. Mais on ne comprend pas pourquoi la plupart de ces décrets qui pourtant sont créés sont en hibernation aujourd'hui. Peut-être que c'est l'occasion de lancer un appel vivement à ces autorités et réactiver tous ces instants de concertation pour qu'il y ait moins de problèmes. Merci, chers invités. Jean Collins Desfossoken, vous Oui. étiez là. Oui, nous sommes arrivés au terme de Oui, l'émission. je voudrais simplement dire pour conclure que mon rêve, hein, c'est de voir, n'est-ce pas, une lutte contre la prévention routière davantage inclusive. Oui. Parce que je la trouve davantage beaucoup plus exclusive. C'est-à-dire, tant que le ministère va penser qu'ils ont l'exclusivité des solutions au lutte contre les accidents de la circulation,
on ne sera pas sorti de l'auberge. D'accord, merci Jean-Collins Desfossoquin. Vous étiez l'un de nos invités ce soir. Vous êtes syndicaliste, président du Sinester. Merci à vous, Jean-Louis Movungu, d'avoir participé à ce débat. Merci aussi à vous, Monsieur Richard Bondol, journaliste, directeur de publication du journal Équation, qui suit les activités du ministère des Transports, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition d'Equinox ce soir. Restez en compagnie de nos programmes.